Alors, notre ambition, c'est effectivement de vous laisser la part belle aux questions-réponses pour que l'on puisse échanger. Donc, moi, je suis Fabienne Anastasiades, je travaille à la RATP et je suis directrice de l'unité de maintenance des matériels sur pneumatique. Je poursuis. France des Nouveaux, je suis DRH adjointe du groupe Vulcain Service spécialisé dans l'ingénierie. On avait prévu avec Fabienne, peut-être en introduction, de vous présenter nos activités respectives de façon à ce que vous puissiez comprendre dans quel milieu on intervient. Et peut-être commençons par le groupe RATP qui est certainement connu de tous, mais sans nul doute, Fabienne va pouvoir nous partager davantage. Alors, je pense qu'effectivement, vous connaissez tous et toutes, enfin surtout toute la RATP en tant que Parisiens, Parisiennes, utilisatrices de métro et de RER ou de tramway. Mais le groupe RATP est plus largement partenaire des villes et des territoires. Et nous sommes implantés dans plus de 14 pays. Tu peux passer, France, s'il te plaît. Dans plus de 14 pays, nous sommes le 3e opérateur de transport urbain, avec 8 modes de transport opérés en propre et 5 en partenariat avec différents partenaires sur les nouvelles mobilités. Et nous avons effectivement plus de 70 années d'expérience dans ce secteur de mobilité durable. Donc notre ambition, et là tu peux dérouler assez rapidement, notre ambition est de développer également des expertises complémentaires au service de la ville durable, telles que alors, voilà, les télécoms, la logistique, l'énergie, des gestions d'espaces commerciaux, et puis tout ce qui est également gestionnaire d'infrastructures, de la sûreté, de l'ingénierie, et puis une part de mécénat également, en développant des actions particulières là où nous sommes implantés. Donc nous entendons par cette expertise, par ces expertises, être le partenaire de confiance des villes de demain. Tu peux mettre la suivante. Avec donc plus de 100 filiales locales dans 14 pays différents. Nous sommes partenaires de plus de 470 villes et territoires, avec plus de 69 000 salariés donc dans le monde entier, avec une raison d'être qui a été développée récemment, qui est de s'engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville. Donc notre ADN historique, tu peux mettre la suivante, merci. Donc notre ADN historique, c'est l'innovation. Et depuis 70 ans, nous innovons sur le métro automatique, donc dans le domaine des automatismes. Et nous sommes le leader, effectivement, du métro automatique, avec une qualité de service qui est inégalée, puisque un automatisme fonctionne quelles que soient les crises que nous rencontrons. Nous avons de ce fait une forte expertise intégrée et ouverte sur les différentes technologies avec des partenaires extérieurs, et un savoir-faire unique au monde via l'automatisation de lignes existantes sans interruption majeure de trafic. Donc, il y a quelques années, nous avons automatisé la ligne 1 du métro sans aucune interruption majeure de trafic. Et nous sommes en cours d'automatisation de la ligne 4 avec un démarrage d'automatisation qui doit normalement démarrer à l'été 2022. Donc l'innovation est au cœur de notre stratégie de développement que nous portons aujourd'hui sur 4 domaines, donc qui sont représentés ici: le voyage augmenté, la mobilité nouvelle et partagée, la ville inclusive et durable et les industries 4.0. Donc avec beaucoup de projets d'innovation et beaucoup de collaboration également avec des startups. Donc, pour finir, je pense que vous aurez compris qu'on a une grande diversité de métiers, donc plus de 250 métiers différents, avec plus de 5000 recrutements effectués en 2022 en prévision, et plus de 1500 stagiaires et alternants, donc sur des métiers d'exploitation transport, d'accueil, de maintenance. Donc, moi, je suis effectivement dans le domaine de la maintenance, mais également ingénierie, IT, digital, innovation.
Donc voilà, très rapidement brosser la présentation du groupe RATP, et on pourra revenir sur des questions si vous en avez, ou vous ouvrir aussi nos portes si vous souhaitez approfondir ce sujet avec nous. Je te laisse la parole, France. Merci Fabienne. Lors de cet échange avec Fabienne, on va vous présenter nos regards croisés sur effectivement comment accéder à des postes à responsabilité. Mais ce qui est intéressant également dans cet atelier, c'est que avec Fabienne, nous travaillons dans le même secteur d'activité. Nous sommes plutôt Vulcain Service en tant que prestataire de grands acteurs dans le ferroviaire matériel roulant. Et donc, c'est aussi l'opportunité de vous montrer comment un prestataire peut travailler avec un client, dans quelle mesure on peut aussi avoir les mêmes profils attendus, les mêmes compétences attendues, indifféremment du sexe, bien entendu. Donc, à mon tour de vous présenter Vulcain, que je représente aujourd'hui en tant que DRH adjointe du groupe. Notre ambition, c'est d'accompagner en fait l'ensemble des acteurs, le ferroviaire, mais nous intervenons aussi dans d'autres secteurs pour transformer le monde de demain, avoir une transition énergétique et accompagner tous les acteurs vers cette transition énergétique. On intervient dans 4 secteurs d'activité, le ferroviaire, également le nucléaire. On entend beaucoup parler en ce moment avec les décisions gouvernementales de renouvellement ou de création d'EPR. On intervient dans le secteur gaz, énergie renouvelable, et on sait à quel point les éoliennes, le solaire sont notamment des énergies du futur. Et puis, un dernier secteur d'activité qui est la partie pharma, life science, qui a beaucoup été sollicité ces derniers mois, notamment avec la crise Covid et avec la mise sur le marché de nouveaux vaccins. On est un peu plus de 2200 collaborateurs au sein du groupe, en France, mais aussi sur 14 autres pays, pour justement accompagner l'ensemble de nos clients sur les sujets de transition énergétique, transition écologique, spécialisés donc dans l'ingénierie, dans l'environnement. On a plusieurs secteurs, on en a balayé quelques-uns et j'y reviendrai peut-être au cours de l'atelier, mais effectivement, on a un scope assez large pour pouvoir adresser les enjeux de demain sur l'environnement, principalement le nucléaire, le ferroviaire, les énergies renouvelables ou encore la pharma. Et nos métiers sont effectivement en ligne avec quelques clients, notamment comme la RATP, où on va avoir des profils d'ingénierie, des profils de management de projet, de supply chain, de construction, commissioning, c'est la mise en œuvre en fait des infrastructures. Et là, on se rejoint totalement avec la RATP, où on a aussi des profils liés à l'opération et à la maintenance. Et puis, bien évidemment, de plus en plus intégrés, des profils liés aux solutions digitales, puisque le digital est maintenant dans nos vies courantes. Voilà pour vous balayer très rapidement qui nous sommes, RATP et puis Vulcain Service, et surtout quelle place pouvons-nous faire aux femmes et aux hommes de demain à travers nos projets dimensionnants. Je me permets, juste pour introduire ce sujet lié à justement l'accession des femmes à des postes de responsabilité, nous sommes particulièrement attentifs à ouvrir nos portes, tout comme la RATP, à des talents, à des compétences, indifféremment du sexe. Et ça, c'est un message fort qu'on porte tous et qu'il faut qu'on tous, on soit persuadés de ce message fort, parce que ce qui nous apporte principalement, ce sont les compétences, que les collaborateurs les candidats puissent révéler leurs talents et que par ce biais-là, ils puissent accéder à des évolutions, à des postes à responsabilité. Mais se faire confiance est essentiel dans le cadre de l'environnement que nous connaissons aujourd'hui, qui est plutôt favorable, si je puis dire, à l'accession des femmes à ces postes-là. Mais faisons-nous confiance, et c'est dans ce sens-là que le groupe Vulcain, mais aussi la RATP, partagent aujourd'hui cet atelier. Peut-être avec Fabienne.
Peut-être avec Fabienne, on vous proposait de vous partager nos parcours pour que vous en sachiez un peu plus comment nous sommes accédés, comment nous avons accédé aujourd'hui à nos postes et puis de pouvoir échanger librement avec vous, si ça vous convient. Fabienne, j'ai envie de te demander comment tu es arrivée aujourd'hui au poste auquel tu es. Est-ce que c'était une vocation pour toi de travailler dans le milieu du matériel roulant? Comment s'est dessiné ton poste actuel? Alors, en fait, le département du matériel roulant a l'ambition, enfin, a la mission plutôt de concevoir et de maintenir tous les matériels roulants qui circulent sur nos réseaux. Donc, la conception se réalise avec des sociétés type Alstom et Bombardier. Et par contre, la maintenance est réalisée par nos propres opérateurs, cadres et maîtrises. Donc, moi, j'ai eu une petite expérience chez un constructeur, donc chez Bombardier. Et au gré de rencontres et au gré d'opportunités, j'ai rencontré donc des personnes de la RATP qui m'ont embauché à la RATP au niveau de l'ingénierie. Donc, mon premier poste était complètement en lien avec mes études. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique. Donc, j'ai complètement pu mettre à profit ce que j'avais appris à l'école pour mettre le pied dans l'entreprise et puis pour monter en compétence par rapport au domaine d'activité de l'entreprise. Au bout de 5 ans, on m'a proposé un poste en management, donc management d'équipe de maintenance, que j'ai accepté. Et puis tout doucement, les responsabilités ont été prises. Je n'étais pas seule sur mon poste puisque j'avais des équipes de managers maîtrises qui étaient très aguerries et qui m'ont fait grandir, que moi j'ai pu faire grandir sur certains sujets, mais qui m'ont fait aussi grandir sur d'autres sujets. Et puis après, j'ai un petit peu bifurqué, dans le sens où on m'a demandé de gérer l'équipe de prévention des risques du département. Donc le département, c'est environ 3000 personnes. Donc j'étais l'ingénieur sécurité, sécurité des personnes pour... oh, je pense qu'on peut oublier, tu sais, France. C'est pas grave. Et puis après, on m'a dit, bah, tiens, et si tu allais faire des SI? Bon, alors là, moi, j'ai dit à mon chef, je dis, écoute, les SI, moi, j'y connais rien. Je te rappelle que j'ai un diplôme en mécanique et les SI, c'est vraiment pas pour moi. Ce à quoi il m'a répondu, mais quand tu es arrivé sur la sphère PRPS, tu n'y connaissais rien non plus. Bon, bah là, la réponse était imparable et donc j'ai dit oui. Et finalement, en me retournant, je me suis dit que bah, toutes les briques qu'on m'a permis de mettre à mon mur m'ont fait grandir. Et finalement, je me suis rendu compte que ben, on ne grandit pas toute seule, en fait. On a l'intention de grandir. On veut développer nos compétences, on veut apprendre. Enfin, c'était mon cas en tout cas. Mais la structure de l'entreprise, les hommes et femmes de l'entreprise font que on grandit collectivement. Et les responsabilités se prennent au fur et à mesure. Moi, le message que j'ai envie de passer, c'est de dire soyons ouvertes, ayons envie d'apprendre et on nous fait grandir. Alors, on grandit parce que ben, on a quand même, l'ambition de grandir. Et effectivement, PRPS, c'est prévention des risques, des risques. Ah, ben, j'ai oublié le P. Des risques professionnels et de la santé, pardon. Donc, c'est toute la sphère sécurité des personnes, risques professionnels et risques de la santé. Donc, je disais que chacun a la volonté d'avancer et de grandir, mais on n'est pas seul dans notre parcours. La structure et les personnes que l'on côtoie nous font grandir aussi. Et c'est à partir de ce poste-là, finalement, au SI, en tout cas, qu'on me l'a dit, qu'on m'a dit que j'étais détectée à potentiel.
donc j'avais une quinzaine d'années d'expérience, et que du coup les postes suivants seraient de plus en plus à responsabilité pour au final arriver avec le poste que j'ai aujourd'hui, donc sur un poste de direction d'unité de maintenance avec 500 personnes à peu près, 4% de femmes, mais 40% de femmes cadres. Donc j'ai 18 cadres sous mes ordres, 40% de femmes, des maîtrises, un petit peu moins proportionnellement en maîtrise, et juste 3% d'opératrices femmes. Voilà, c'est vraiment le message que je voudrais passer. C'est comme tu disais, France, il faut se faire confiance, mais il faut aussi avoir le regard des autres et de se dire que si on nous propose des postes, c'est qu'on nous fait confiance aussi et qu'il ne faut pas y aller. Qu'il faut pas y aller, qu'il faut surtout y aller, mais qu'il ne faut surtout pas hésiter. Donc voilà, c'était le petit éclairage de mon parcours. Moi, je propose aussi que France, qui est dans un domaine en soutien aux opérationnels et qui est indispensable aux opérationnels, donc dans la sphère RH, que tu nous fasses part aussi peut-être de ton expérience et peut-être en nous éclairant aussi avec quelle rencontre inspirante tu as pu avoir aussi au cours de ton parcours. Oui, merci Fabienne. Et je te rejoins totalement. Il faut saisir les opportunités. On ne se dessine pas à 20 ans une carrière pour la terminer à 60, 70 ans. C'est au gré effectivement des opportunités. Et j'ai envie de dire, il faut oser même jeune. Et je voudrais peut-être l'illustrer parce que effectivement, quand j'ai commencé ma carrière dans une société d'assistance. Et puis, au bout d'un an, la DRH de la société m'a proposé de rejoindre une autre société parce qu'elle a vu certainement le potentiel que j'avais. Elle a vu la façon de travailler et elle s'est dit, il est possible de construire un autre chemin ensemble. Et donc, elle m'a proposé de rejoindre la société qu'elle allait également rejoindre. Et à 25 ans, je me suis retrouvée, après une seule année d'expérience, dans un rôle de manager. Manager avec notamment une personne qui avait 35 ans de plus que moi. Donc, c'était pour moi un challenge à 25 ans d'être manager effectivement d'une personne qui était plutôt en fin de carrière. Mais l'opportunité me paraissait tout à fait enrichissante, à la fois professionnellement, mais humainement. Pourquoi? Parce qu'on allait être dans une période de tutorat où moi, sortie d'école, j'allais peut-être insuffler de nouvelles méthodologies de travail, peut-être un nouveau élan de management. Et la personne plus senior, plus expérimentée, allait tout autant m'enrichir de son savoir au quotidien, en entreprise, des subtilités qu'elle avait durant son parcours vécu, et puis aussi du relationnel, puisque c'est une équipe et qu'il faut aussi s'adapter à tout à chacun. Donc, c'était une expérience tout à fait enrichissante que j'ai saisie. Et puis, toujours au sein de cette société, donc c'était une société cette fois-ci d'informatique. Au bout de 6 ans, la société s'est réorganisée avec le départ d'une personne. On s'est posé la direction s'est posé la question, est-ce qu'un recrutement externe était approprié? Est-ce qu'un recrutement interne le serait? Et il voulait une personne tout à fait compétente, avec les compétences sur la partie développement RH, ce que je n'avais pas. Et j'ai osé, c'est-à-dire que je suis allée vers ma direction en disant j'ai pas tout à fait les compétences pile poil recherchées. Par contre, je peux vous amener d'autres compétences qui sont tout autant nécessaires au poste que vous recherchez. J'ai l'expérience de la société, de l'environnement, et on peut peut-être tracer une trajectoire commune. Donc, j'ai osé provoquer l'échange avec ma direction, et ça s'est finalement fait comme ça. Au bout de 6 ans, dans la même société, j'ai pu dire
diriger 2 services, un service sur la rémunération et un autre service sur le développement RH. Et puis, au bout de 10 ans dans la même entreprise, j'avais envie aussi d'avoir une nouvelle expérience, d'enrichir mon parcours professionnel, d'avoir un poste à dimension plus générale, et puis aussi de découvrir un autre secteur que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Et j'ai franchi le pas de rejoindre le groupe Vulcain Service, qui est spécialisé donc, dans l'ingénierie dans l'environnement. Je ne connaissais pas ce secteur, mais la direction m'a fait confiance en me disant qu'il y avait des parallélismes par rapport au secteur sur lequel j'étais précédemment. Et puis, que c'était une opportunité pour eux que je les rejoigne. Donc, je te rejoins totalement, Fabienne. C'est au gré des opportunités, il faut savoir les écouter, il faut savoir les saisir, mais il faut aussi savoir les créer et créer l'échange. C'est-à-dire ne pas oser, ne pas hésiter à aller de l'avant, à être dans l'écoute, de pouvoir façonner un parcours par rapport à l'organisation qui nous accueille, par rapport à ce qu'on souhaite. Et bien souvent, des opportunités se créent à ce moment-là. Et surtout, à tout âge, n'hésitez pas à oser. Et à oser aussi dans un milieu qui pourrait peut-être vous paraître différent, qui pourrait vous paraître peut-être un peu froid, parce que finalement, c'est pas toujours facile en tant que femme d'intervenir dans un milieu plutôt dit masculin, mais de par l'expérience de Fabienne, de par mon expérience, ce sont peut-être des environnements dans lesquels on se retrouve bien plus parce que c'est facilitant, si je puis dire. C'est facilitant parce qu'on est dans des entreprises bienveillantes qui sont persuadées que la mixité, en fait, des emplois, la mixité, la diversité femmes-hommes est une richesse et que, de par nos expériences, on a bien vu que les projets menés par des hommes, par des femmes, étaient bien plus challengeants. Fabienne, oui, je pense que tu peux en témoigner. Challengeant, riche, avec des points de vue différents, avec des sensibilités complètement différentes. Et c'est ça qui fait la richesse des équipes. C'est effectivement la diversité. Hommes, femmes, âge, culture. Et c'est cet éclairage-là qu'il faut rechercher, en fait. Et c'est cette complémentarité qu'il faut rechercher. Oui. Et je vais rajouter, si tu me permets, quelque chose, c'est que on entend souvent dire, et tu le dis, il faut oser, il faut oser. Il ne faut pas croire que les hommes sont, entre guillemets, plus forts que nous, ou qu'ils ont moins de doutes que nous. Je pense que leur sensibilité est complètement différente et que eux aussi doutent et qu'eux aussi, quelquefois, n'osent pas. Et c'est ça, quelque part, l'égalité, c'est admettre tous qu'on est différents en termes de sexe, bien sûr, mais en termes de caractère aussi. Et, ben, il faut y aller, quoi. Chacun est une personne, en fait. Et ce regard de dire, ah bah oui, mais c'est une femme, elle va moins bien y arriver, je pense que ça commence à tomber. Moi, je vois de moins en moins de réactions de cette sorte au niveau des hommes. Ça existe encore, hein. Mais j'entends dire aussi, ah bah oui, mais lui, il est peut-être un petit peu plus fragile sur ce point-là, ça va peut-être être difficile pour lui. Bah, ok, c'est difficile pour tout le monde. Et nos entreprises, comme tu le dis, France, déploient aussi des programmes d'accompagnement et nous permettent à tous de se développer. Donc, faut pas se mettre derrière les hommes, quoi. Faut se mettre à leur côté et construire des équipes qui servent l'entreprise, qui servent votre développement personnel aussi. Et il faut profiter de tout le monde, en fait. Bien sûr, et j'ai même envie de dire, tu parlais tout à l'heure d'inspiration. Mon directeur actuel m'a inspiré aussi, m'a donné confiance. Il m'a toujours dit, on est fort avec des gens forts. Ce qui veut dire qu'on n'attend pas de nous en tant que directeur, en tant que manager, d'avoir toutes ces compétences, mais vraiment de s'enrichir collectivement avec des personnes qui seront tout autant fortes que vous pour mener ces projets-là.
et indifféremment du sexe, puisque c'est absolument pas ça qui va nous importer, c'est la compétence mutuelle qu'on va s'apporter. Et ça, c'est très inspirant. Ce qu'on cherche demain, ce sont des leaders inspirants, ce sont plus des leaders hiérarchiques parce que vous avez ce pouvoir sur votre équipe. Non, c'est des leaders qui peuvent inspirer les équipes, donner des orientations, insuffler une dynamique. Et cette dynamique, elle n'est possible que par le collectif dont tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment cette orientation qu'on construit, effectivement. Et je me permets, parce que je sais qu'on en a parlé ensemble, Fabienne, dans ces inspirations, bien entendu, on a des inspirations de collègues, de managers dans nos environnements, mais c'est toi-même qui me l'évoquais, c'est que une inspiration est aussi une inspiration de couple, c'est-à-dire qu'il il est important quand on souhaite, quand ces opportunités se créent, d'avoir un échange aussi avec son partenaire, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, pour savoir si la direction qu'on prend, c'est la direction qui fait sens pour le couple. Et donc l'inspiration peut être aussi son mari, sa femme, qui nous fait confiance parce qu'on a la possibilité, à des moments plus ou moins différents, de prendre des nouvelles opportunités. Et ça ne sera que enrichissant parce qu'on sait très bien que d'avoir un bon équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, c'est essentiel pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité. Et il n'y a pas de compréhension implicite. Il faut que la compréhension soit explicite. Parce que, enfin, en tant que femme, on pourrait croire, bon, bah voilà, les mœurs sont évoluées, mon conjoint est ouvert au partage des tâches et je vais pouvoir m'épanouir au travail sans rien lui dire et c'est implicite. Et en fait, quelquefois, en explicitant les choses, bah, on se rend compte que ce n'était pas si explicite que ça et que ça valait le coup de passer un petit moment à discuter ensemble pour partager sur les envies mutuelles des deux personnes en termes de vie personnelle, en termes d'enfants, si vous projetez d'avoir des enfants ou si vous en avez, en termes de temps passé au travail. Enfin voilà, il y a plein de sujets à aborder avec celui ou celle avec qui on vit et c'est très important d'être explicite pour éviter les malentendus. Parce que les malentendus, c'est destructeur. Oui. Fabienne, est-ce que dans le cadre de ton expérience au sein de la RATP, on t'a accompagné justement à franchir ces différentes étapes? Quelles actions ont pu être mises en place au sein de la RATP et pour lesquelles peut-être tu peux témoigner? Alors, moi, j'ai pu bénéficier de stages de développement. J'ai fait de la prise de parole en public, de la conduite de réunion, très classique, hein. Mais en fait, moi, j'ai 28 années d'expérience professionnelle et ces sujets de féminisation et de renforcement du taux de féminisation des entreprises, quand je suis rentrée en 1994, c'était pas encore clairement édité. Mais par contre, depuis, effectivement, la RATP a développé un programme RATP au féminin qui permet aux femmes du groupe, enfin, qui permet de proposer aux femmes du groupe un parcours de formation. Alors, c'est plus de l'inspiration croisée, de possibilité de prendre de la hauteur et surtout d'inventer le leadership qui est propre à chacune d'entre nous et puis aussi de renforcer les réseaux. Donc finalement, ces petits modules de formation sont plus des temps d'échange privilégiés, des inspirations, des témoignages, des parcours que l'on peut partager et qui permettent de renforcer la propre confiance que l'on a en soi-même, en fait. C'est un beau programme. Oui, et du coup, chez toi, comment tout ça est porté au niveau de ton entreprise
Alors, nous, on a envie de le vivre aussi au quotidien. Effectivement, d'avoir un programme, ça élance certaines femmes, mais on est aussi parti des petits signes au quotidien qui font aussi grandir tout à chacun. Donc, ça veut dire par une unicité de lieux, avoir des lieux inclusifs aussi bien pour les femmes que pour les hommes, une unicité, si je puis dire, de temps dans les réunions. On fait particulièrement attention à ce que tout à chacun puisse s'exprimer. Et ça, les managers ont été sensibilisés particulièrement à ça, c'est-à-dire de donner un temps de parole qui soit, alors sans aller dans une audience CSA, mais d'attribuer un temps de parole qui soit proportionné aussi bien pour les femmes que pour les hommes, d'être dans cette bienveillance. Et donc, ce sont des signes au quotidien et ça passe aussi par, quand on fait des communications vis-à-vis de nos collaborateurs, de faire attention à ce qu'on soit englobant dans notre démarche. Donc, ça veut dire chères collaboratrices, chers collaborateurs, et d'essayer d'avoir, il faut changer les mœurs, hein, c'est pas si facile, mais de porter une attention à tous. Et pas stigmatiser les femmes, de pas stigmatiser une autre population d'ailleurs, mais d'être bien inclusif et englobant dans notre démarche. Et pour aller plus loin, c'est ce que nous a remonté nos collaborateurs, puisque pour la première fois, on a participé cette année à une enquête de bien-être au travail, parce qu'on voulait justement savoir ce qui serait intéressant pour nos collaborateurs pour améliorer ce bien-être au travail. Et ce qui a été remonté, et parmi nos points forts, c'est justement cette articulation vie privée, vie professionnelle dont on parlait tout à l'heure, qui est si essentielle pour se sentir bien dans sa carrière. Et donc, ça passe aussi par une attention particulière au temps de travail. D'éviter, mais il y a plein d'autres entreprises qui le font, c'est d'éviter effectivement des réunions tardives, c'est de faire attention à l'équilibre de la vie personnelle de tout à chacun, donc avoir un manager attentif à l'écoute pour qu'on puisse articuler au mieux la vie privée, la vie professionnelle et laisser tout autant aux femmes qu'aux hommes la possibilité d'accéder à des postes à responsabilité. Et la dernière initiative que je voudrais partager et qu'on partage en commun avec Fabienne, c'est qu'on a eu l'opportunité aujourd'hui, grâce à Elle Bouge, mais grâce aussi à notre direction, de pouvoir témoigner aujourd'hui, je ne vais pas dire de rôle modèle parce qu'on n'est pas des rôles modèles, mais de pouvoir montrer que c'est possible d'accéder à des postes à responsabilité. Et on a eu des managers bienveillants dans cette démarche qui nous ont fait confiance aujourd'hui pour vous témoigner. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de remercier nos sociétés parce que c'est avec un grand plaisir qu'avec Fabienne, on intervient aujourd'hui. C'est complètement partagé. Et pour le coup, eh ben, on se propose de répondre à vos questions pour peut-être approfondir tel ou tel sujet ou aborder d'autres sujets qu'on aurait pu oublier aussi d'aborder. Merci beaucoup. Alors oui, j'ai quelques questions. Alors, première question, comment se faire proposer des postes? Est-ce que cela dépend de sa formation initiale? De son expérience, peut-être? Je vous laisse répondre. Alors, en fait, moi, je suis convaincue que le diplôme que l'on a sert à entrer dans l'entreprise. Ça donne la clé pour ouvrir la porte. Et après, alors, dans des groupes tels que les nôtres, qui ont une palette de métiers invraisemblables, après, le sujet, c'est d'être curieux. C'est alors, avant d'être curieux, il faut quand même, enfin, excusez-moi du terme un peu scolaire, mais bien travailler. Il faut prendre les sujets, les approfondir, les porter au bout, conduire les projets et avoir une certaine réussite. Et à partir de ce moment-là, bah, pour moi, pour bien travailler, ça veut dire travailler avec un collectif et travailler ensemble, on se fait connaître, on connaît les autres, on connaît les autres métiers et on se dit: «Ah bah tiens, ça pourrait m'intéresser».
Ou à l'inverse, c'est aussi les responsables ou les responsables de nos collègues qui se disent « Ah bah oui, celui-là ou celle-là, elle a une attitude particulière, elle a envie d'apprendre, elle mène bien ses dossiers. Pourquoi ne pas essayer de l'intégrer à nos équipes? Ça donnerait une belle complémentarité à mes équipes, ça permettrait d'avoir une brique complémentaire de compétences et c'est comme ça que ça s'enchaîne, quoi. » Et j'ai envie de compléter, Fabienne, tout en te rejoignant. C'est la formation initiale, effectivement, d'autant plus en France, est un peu le sacro-saint pour l'entrée dans une entreprise. Mais pour évoluer au sein de l'entreprise, il faut se mettre en situation, si je puis dire, et révéler à ce moment-là ses compétences. C'est quand vous allez animer une réunion, c'est quand vous allez aborder une thématique, c'est quand vous allez proposer un sujet innovant, c'est quand vous allez être en représentation vis-à-vis de votre entreprise, vis-à-vis du marché. C'est quand vous, par rapport à une situation peut-être un peu délicate, un peu conflictuelle, un peu tendue, vous allez pouvoir résoudre un problème. C'est toutes ces situations qui permettront de mettre en avant des compétences, j'allais dire, au-delà du métier, des compétences soft skills, des compétences transverses qui sont tout autant indispensables que le background initial. Aujourd'hui, et je pense que Fabienne me rejoint, les compétences techniques, métiers sont effectivement nécessaires, mais ce qu'on attend pour des managers de demain, des leaderships, c'est des compétences qui sont plus fines, mais qui s'apprennent avec l'expérience, en fait. C'est ça. Donc, osez, si ces compétences ne sont pas initialement sur votre CV, osez les développer. Alors, j'ai une autre question. Quelle est la plus grande difficulté lors de la prise d'un poste à haute responsabilité? La plus grande difficulté, bah, c'est de le prendre en fait, c'est de dire oui. En fait, pour moi, la plus grande difficulté quand on prend effectivement un poste à responsabilité avec une équipe en place, c'est de jauger le degré de confiance que l'on peut avoir dans son équipe. Puisque, enfin, moi, je suis donc directrice d'unité de maintenance, 500 personnes, je ne fais pas, je fais faire. Et en faisant faire, bah, il faut que je sache si les rampes ou sur les escaliers sur lesquels je m'appuie sont solides ou pas. Et ça, alors, c'est peut-être pas le plus difficile, mais c'est le plus immédiat à jauger. Et après, si on sent que c'est fragile, bah, à nous de voir comment renforcer ou comment faire monter aussi la personne en compétence, puisqu'elle lui manque peut-être certaines choses pour monter en compétence, ou alors changer la personne si vraiment ça passe pas, quoi. Et puis après, il y a un aspect compétence, mais il y a un aspect relationnel aussi. Si visiblement ça passe pas en termes de caractère ou de posture enfin, faut pas se faire mal non plus, quoi, hein. Si on s'entend pas, on s'entend pas. Faut pas se fâcher pour autant et il faut trouver des portes de sortie qui sont convenables pour tout le monde. Et Fabienne, je te rejoins. Pour moi, la plus grande difficulté, ça a été effectivement de mettre en succès son équipe. Oui. À aucun moment, je me suis sentie en difficulté parce que j'étais une femme, parce que j'étais à un moment jeune et moins jeune, parce que non, c'est parce que il faut mettre en succès son équipe et parfois ça dépasse un tableur Excel. C'est pas aussi cartésien qu'on pourrait l'imaginer. Il y a des sensibilités qui sont importantes à prendre en compte. Il y a des trajectoires par rapport à une entreprise, par rapport à une organisation. Il y a des contextes aussi qui chamboulent. Le Covid-19 nous a tous chamboulés et en tant que manager, il fallait développer ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle, c'est-à-dire qu'on n'était pas préparé à ça, mais il faut pouvoir rapidement prendre de la hauteur, se poser et regarder comment avec son équipe on passe cette étape difficile comme d'autres ont pu l'être en fait.
Et ne pas hésiter aussi à faire un REX, un retour d'expérience, des situations qui ont été particulièrement challengeantes parce que de par son équipe, on s'enrichit et on dessine une meilleure trajectoire aussi pour la suite. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question de Gwenaël. J'ai 20 ans d'expérience et 2 enfants de 11 et 16 ans. Et justement, tout en étant à plein temps à aujourd'hui, je pose des congés la plupart des mercredis car je convertis mes primes en CET. En effet, j'attache une grande importance pour un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Mais n'est-ce pas un frein par moment pour accéder à un poste à responsabilité? Lors du débrief d'un dernier entretien, le recruteur m'avait clairement fait comprendre que pour le prochain entretien, il valait mieux éviter d'évoquer le 4/5e du temps de travail. Voilà, est-ce que selon vous, ça peut être un frein ou pas? Alors, je ne sais pas si tu apportes l'éclairage RH peut-être d'abord. Alors, effectivement, par un temps, ça a pu être un frein. Mais j'ai le sentiment que ça l'est de moins en moins parce qu'on est dans un monde de plus en plus ouvert et attentif à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et j'ai même envie de dire que ça ne devrait plus l'être d'ici quelques années. Bien entendu, on a toujours des entreprises qui peuvent être plus ou moins ouvertes et il faut encore maturer dans notre société. Mais je ne sais pas si vous avez entendu en ce moment les nouvelles tendances sur le marché de l'emploi, aussi bien en France qu'à l'international, où on propose maintenant que certains collaborateurs puissent faire le même volume d'heures, mais sur 4 jours et demi, parce que justement, on est conscient que les candidats, les collaborateurs souhaitent avoir du temps pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs loisirs. Et mon sentiment, c'est qu'on a un monde de plus en plus ouvert, attentif, et que par la mixité des emplois, mais aussi parce que on parle parfois de charge mentale des femmes, mais je pense que les hommes en ont aussi. Et quand on parlait tout à l'heure d'entretien avec son partenaire, ces sujets-là aussi doivent être partagés pour qu'on puisse tout à chacun trouver sa place dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Mais en tout cas, en tant que expert RH, j'ai le sentiment qu'on est en train, par ou grâce, je ne sais pas, mais de tourner une page en fait. Moi, je compléterais avec le concept que tout est affaire de résultats. Aujourd'hui, on est pour la majorité des cadres au forfait jour. Si nos résultats sont atteints et qu'on les atteint en 4 jours sur 5, ou qu'on les atteint en partant 1 à 2 fois par semaine à 4 heures parce qu'il faut aller chercher les enfants à 4h30 pour aller au cours de judo. C'est aussi, je pense, une affirmation aussi que la personne, et qu'elle soit homme ou femme, hein, que la personne doit avoir vis-à-vis de son manager en disant, ben, OK, moi, j'ai la latitude de m'organiser, tu m'as fixé les objectifs qui sont ceux-là, je les respecte, et c'est ma liberté ou mon libre arbitre de m'organiser comme je le souhaite, laisse-moi m'organiser comme je le souhaite. Bon, après, les entreprises, il faut qu'elles soient prêtes à l'entendre. Moi, c'est quelque chose que j'ouvre très largement à mes collaborateurs. Moi, la priorité que je leur donne, c'est pas le boulot, c'est leur vie perso. Donc, après, il ne faut pas non plus que ce soit tous les jours l'enterrement de la grand-mère, hein, mais ou 5 fois la grand-mère enterrée. Enfin voilà, mais tout est dans la confiance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est une relation de confiance et fixons-nous collectivement les objectifs. Donc, pour moi, ça n'a pas été un frein en tout cas, puisque pendant de nombreuses années, je quittais à 16h pour aller chercher mes enfants à 16h30 pour les emmener au cours de judo. Merci. Alors, il y a 2 questions, mais je pense qu'on peut regrouper en une.
Comment vous gérez le travail avec ses responsabilités et votre temps de famille? Donc, c'est un peu ce qu'on disait là. Est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre vie pro-perso? Comment vous arrivez à lâcher prise du travail? Alors, est-ce que ça répète un petit peu ce que vous venez de dire ou est-ce que je vous laisse répondre? Je vais compléter ce que dit Fabienne. Effectivement, je suis dans la même situation que Fabienne avec des enfants en bas âge. Et ce qui compte avant tout pour ma direction, c'est l'atteinte des objectifs. Ils sont clairement exprimés en début d'année. Bien entendu, ils peuvent évoluer, mais je sais quelle est ma ligne directrice. Et Fabienne parlait de judo, mais hier, je suis partie un peu plus tôt pour aller chercher mon fils au judo. Et je me suis fixé les priorités qui étaient les miennes. C'est-à-dire qu'il y a des moments importants de la vie que je ne veux absolument pas rater vis-à-vis de mes enfants. Et à l'inverse, il y a des moments professionnels que je souhaite absolument préserver. Et donc, c'est beaucoup d'anticipation puisqu'il faut arriver à jongler entre ces deux agendas, mais avec de l'anticipation, des échanges à la fois avec son manager et son conjoint, je pense que c'est tout à fait possible. Il y avait une deuxième question qui était comment on arrive à couper du milieu professionnel. Tout à chacun a ses astuces, mais peut-être vous partagez la mienne. J'ai la chance de pouvoir marcher entre mon domicile et mon lieu de travail. Et durant cette marche, alors c'est 20-25 minutes, je m'oblige à ne pas travailler, à découper de mon téléphone, à découper des sollicitations professionnelles, quand bien même, hein, ce serait facile de pouvoir passer un petit coup de fil, parce que ça permet vraiment de faire cette transition en douceur jusqu'à son domicile ou à son travail. Donc ça, c'est une astuce. Et puis, il faut vous faire plaisir. C'est-à-dire qu'il faut trouver ce qui fait sens pour vous, ce qui vous anime, surtout dans des périodes peut-être un peu plus chahutées professionnellement, parce qu'on a forcément des périodes plus ou moins chargées, mais de trouver ce qui vous fait plaisir. Ça peut être par la cuisine, ça peut être par le sport, ça peut être par des relations avec vos amis, de la peinture, de la lecture. Mais trouver ce qui est réconfortant. Des fois, on parle d'expériences culinaires un peu régressives. C'est la même chose, c'est qu'est-ce qui est réconfortant pour vous, qui vous permettrait de mieux vous sentir. Et donc là, la réponse est tout à chacun. Et en fait, le piège, enfin, alors pour moi, hein, pour mon cas personnel, le piège, c'est pas quand les enfants sont petits, c'est quand les enfants sont grands et qu'ils n'ont plus besoin de ni papa ni maman. Et là, effectivement, la tentation est forte de faire des journées à rallonge. Et là, effectivement, la clé, c'est comme tu le dis, se trouver des activités réconfortantes, des rendez-vous au théâtre, des rendez-vous au cinéma, enfin voilà, du sport, mais pour avoir ce rythme, bah, pour ne pas faire que travailler, quoi, en fait. Et c'est de la rigueur personnelle. Merci à vous. Alors, une autre question. À la sortie de l'école, aviez-vous imaginé faire cette carrière? Non. On Non, m'a pas du non, tout. on Pas m'a du tout. Et si vous me demandez dans 5 ans où je me projette, je ne saurais absolument pas vous dire. Parce que, comme on le disait au tout début, c'est au gré des opportunités, c'est celle que vous allez saisir, écouter, créer. Et donc, je ne saurais pas vous dire. Et j'ai envie de vous dire, il peut aussi avoir des carrières non linéaires. C'est-à-dire que si par rapport à vos préoccupations personnelles, c'est le moment de faire une pause, bah, c'est peut-être le moment de faire une pause et peut-être d'avoir moins de responsabilités si c'est votre souhait. Mais à aujourd'hui, je ne saurais vous dire. Quand bien même j'aime mon métier, hein, je tiens à le préciser. Et le pire, c'est que moi, mon premier manager, alors c'était pas la première année, mais
7-8 ans après que je sois rentrée, il m'avait dit, écoute, tu devrais peut-être construire ton plan de carrière pour ne serait-ce que t'imaginer où tu te vois en sortant au moment de la retraite. Alors moi, je l'ai regardé avec des yeux ronds, mais alors... Et du coup, bon, ça a fait son chemin et je m'étais dit, bah, si je termine adjointe à un directeur d'unité, ce sera très, très bien. Et en fait, bah, ma carrière pourrait être finie depuis 10 ans, en fait, puisque le poste d'adjoint au directeur d'unité, je l'ai eu en 2012, donc ça fait 10 ans. Donc voilà, non, il y a enfin, je pense que la clé, c'est de faire ce qui nous plaît, d'avoir envie d'apprendre, de découvrir, de se mettre en visibilité, enfin, tu l'as très bien dit tout à l'heure, de se mettre en valeur sur des choses qui importent pour nous et qui nous donnent une certaine satisfaction. Et puis après, bah, il se passe ce qui se passe, quoi. Et, alors après, si on est un petit peu plus carriériste, bah, ça veut dire qu'il faut peut-être construire un plan de carrière de façon un peu plus affinée, mais enfin, moi, je suis absolument pas carriériste, je pense que vous l'avez compris, ça se fait par la valeur des personnes, en fait. Ça, je suis convaincue que ça. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question. Y a-t-il des préjugés lorsqu'une femme souhaite ou occupe un poste à responsabilité? Souhaite occuper ou occupe un poste à responsabilité? Est-ce que il y a des préjugés qui peuvent bloquer ce parcours? Alors, le micro est coupé, Alors, Fabienne. Je crois que le micro de Fabienne est coupé. je Pardon. me permets peut-être de... Oui. Fabienne, vas-y. Il peut y en avoir, parce que on ne maîtrise jamais la réaction des uns et des autres, hein. Oui, il peut y en avoir, au même titre qu'il peut y avoir des préjugés par rapport à un homme qui prend un poste à responsabilité parce qu'on sait qu'il a, mettons, je dis vraiment n'importe quoi, 4 enfants, qu'il habite loin, qu'il prend tout le temps tous les congés scolaires, enfin voilà, je prends des exemples un petit peu extrêmes, mais moi je ne l'ai pas ressenti pour moi, ou alors je n'ai pas voulu les voir. Mais enfin, quand on me dit le prochain poste, si tu réussis celui-là, tu vas accroître tes responsabilités, bon bah voilà, pour moi, il n'y a pas de préjugés, quoi. Et sauf mon dernier poste, mais ce sont toujours des hommes qui m'ont proposé ces postes-là. Puisque rappelez-vous, hein, 3% de femmes dans mon environnement, donc très, très peu de femmes. En fait, je suis la seule directrice d'unité femme. Euh, À titre personnel, je n'ai pas vécu ces préjugés, mais il est vrai que par mon expérience en tant que RH durant ma carrière, j'ai pu voir, entendre ces préjugés. Il y a pu aussi avoir des propos malveillants, sexistes entre hommes et femmes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a tous notre place pour changer ces préjugés, pour faire évoluer la société. Grâce à des associations comme Elle Bouge aujourd'hui, et il y en a d'autres qui concourent à ça, on fait évoluer bien entendu ces mentalités, on lève les préjugés, mais on a tous notre rôle dans cette démarche sociétale. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes confronté à ces préjugés en tant que collaborateur, mais en tant que manager, on ne peut pas laisser passer ça en fait. Il est certain que c'est difficile d'aller au-delà, mais je vous assure que on ne peut pas valider de tels comportements. Et si on ne le fait pas là, ça ne pourra pas s'améliorer malheureusement dans votre parcours, puisqu'on aura laissé passer l'inacceptable finalement.
Donc, si ça vous arrive, n'hésitez pas à solliciter un correspondant RH. Je pense qu'il aura la même sensibilité. Votre manager, bien entendu, en espérant effectivement qu'il ait la même sensibilité. Mais soyons tous moteurs dans cette évolution des mentalités. Merci. Alors, j'avais encore une question, la dernière, je pense, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la vie perso et la vie pro. Est-ce que c'est possible en début de prise de poste de séparer autant la vie perso que la vie professionnelle? On a tendance à vouloir faire ses preuves et d'en faire plus. Sommes-nous vraiment obligés de passer par là? Je comprends pas trop la question, en fait. Alors, je pense que c'est par rapport à tout à l'heure ce que vous disiez sur le fait que voilà, si vous vouliez partir à 16 heures pour aller chercher les enfants, etc. Mais est-ce qu'en début de carrière, on peut se permettre ce genre de choses parce qu'on a envie de faire ses preuves et voilà, de montrer qu'on. Enfin, peut-être rester plus longtemps ou des choses comme ça. Je pense que c'est ça la question. Mais après, enfin, le sujet, c'est de quoi a besoin la personne. Enfin, nous avons 2 enfants, je dis nous avec mon mari. On a eu envie d'avoir 2 enfants et on n'a pas eu envie que ce soit la maman du petit copain qui les emmène tous les jours, enfin toutes les semaines au judo. Donc, c'est un choix personnel de dire. Moi, alors je m'impose, c'est pas une imposition, mais je choisis de me réserver un jour un jour par semaine pour être avec mes enfants à partir de la fin de l'école. C'est un choix qu'il faut assumer. Alors après, qu'il faut peut-être compenser une fois qu'ils sont couchés, bah, il y a peut-être un dossier à relire, des commentaires à faire. Bon, bah, à ce moment-là, il faut faire cet effort-là. Mais si on veut réussir, je pense, sa vie personnelle et professionnelle, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et les choix, chacun les fait. Donc effectivement, peut-être que ça m'a peut-être freiné et peut-être que si j'étais pas partie à 4h30, à 4h, il m'aurait proposé peut-être des postes à plus grande responsabilité plus tôt. Mais peu importe, quoi. Parce que j'étais bien au travail, j'étais bien chez moi et que ça se déroulait. Et j'ai envie de dire, malheureusement, certaines femmes se mettent des barrières et se disent non, à 25 ans, 28 ans, c'est pas le moment d'avoir un enfant. Mais je ne sais pas s'il y a un moment plus propice. Donc, ce qui est important, et Fabienne le disait, c'est son épanouissement personnel, en fait. Et à partir de là, eh bien, on saisit les opportunités, on les concilie. Mais c'est important de savoir ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Vous avez répondu à toutes les questions et on arrive à la fin de cet atelier. Donc, je vous remercie grandement d'avoir animé cet atelier aujourd'hui pour votre prise de parole. Voilà. Est-ce Merci que je beaucoup. peux Je sais pas si. Oui, allez-y, j'allais dire si vous avez un juste mot pour conclure, bien sûr. Ouais, moi j'ai un petit mot pour conclure, mais on l'a dit en préambule, France également. Moi, je suis tout à fait. Alors, je ne suis pas dans l'association Elle Bouge. Cette intervention va peut-être changer les choses, mais j'ai la couleur. C'est pas fait exprès. Je voudrais juste vous communiquer mon mail. Donc, c'est très simple. C'est mon nom, pardon, mon prénom, mon nom, @ratp.fr. Et je suis entièrement disponible pour approfondir certains sujets. Alors, peut-être via l'intermédiaire de Elle Bouge sur certaines visites ou sur certains entretiens. Enfin, ça reste à monter. Mais je pense que enfin, voilà, n'hésitez pas à me solliciter en tout cas et selon les questions, je redirigerai peut-être le sujet vers la sphère RH de l'entreprise. Mais surtout, n'hésitez pas. Et on l'a complètement dit avec France, hein, donc je vais peut-être te souffler ta conclusion, France, mais osez, soyez vous-même et foncez, quoi. On est les meilleurs. Et écoutez les portes qu'on vous ouvre aussi. Aujourd'hui, on vous en ouvre. Saisissez ces opportunités, que ce soit la RATP, Vulcain, parce qu'effectivement, on a des beaux projets qui peuvent vous animer, mais saisissez toutes les opportunités.
Il y a de beaux événements qui sont organisés pour montrer justement la place importante, significative que peuvent jouer les femmes dans notre société. Donc, saisissez-les. Bien, merci beaucoup. En tout cas, sachez que vous avez pas mal de messages, hein, de remerciements. Voilà. Merci beaucoup pour ces messages importants et positifs. Mille merci, mesdames, pour vos regards et vos retours positifs. Donc, voilà, vous avez plein de témoignages, plein de tendresse. Ah, super, ça fait très plaisir. Merci à vous toutes et Merci encore à vous. Merci, bonne journée. Et puis, à bientôt sur un prochain événement et bouge peut-être. Très bien. Merci. Merci, France. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.